Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Morning, good morning. Good morning. How are you? Bonjour, vous êtes ma reine, vous êtes ma queen. Merci. You will be my queen, Oui. comme disait David Bowie. Bon, bah écoutez, on va parler royauté Mais aujourd'hui, oui. couronnement du roi Charles C'est samedi, III. -3. Samedi prochain, avec énormément d'émissions consacrées à cet événement, parce que c'est un événement, et on va en parler avec Bertrand Dekers. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des têtes couronnées, vous êtes belge, et vous êtes également chroniqueur chez Cyril Hanouna, régulièrement à TPMP. C8 diffusera vendredi Buckingham, les princesses malheureuses. On sera devant le poste. Et puis CNews, à partir de 10h, 10h30, vous serez là, un marathon pour commenter ce couronnement. Et également avec nous, Bertrand Meyer-Stablet. Bonjour. Vous êtes chroniqueur, écrivain, et vous publiez un livre formidable, Charles III, le mal-aimé, chez City Éditions. Vous êtes britannique et vous connaissez parfaitement ce monde de la royauté britannique, le monde vous aussi des têtes couronnées. Et là, je crois que s'il y a un livre à lire sur Charles III pour connaître vraiment de l'intérieur le fonctionnement de ce longtemps prince et désormais roi, ça se lit vraiment comme un. Vous rentrez dès les premières pages dans l'histoire de ce roi par le quotidien, par l'histoire et par le petit bout de la lorgnette. On va en parler avec vous dans un instant. On a les deux meilleurs spécialistes. Ouais, je pense aussi. J'espère que vous êtes fiers de cette absolument, programmation. très belle programmation. On passe au zapping tout de suite. Sud Radio Média, l'instant zapping. Eh ben oui, j'étais avec nos deux invités obligés de parler icônes et mythes. Alors, vraiment, Cyril Hanouna est un génie, il a du talent, un talent rare. Hier, il voulait parler d'une icône mythique, Brigitte Bardot. Puis, il s'est dit, il avait invité Yves Bigot, qui est le biographe et qui vient de sortir un livre sur Brigitte Bardot. Mais il s'est quand même dit, bon, c'est pas forcément mon public. Je vais quand même inviter Fabien Lecoeuvre, qui est toujours là pour dès qu'il y a un mort. Et Brigitte Bardot, on s'est dit, elle est pas morte quand même. non, qu'elle a l'article de la mort. Et puis, évidemment, si Gilles Verdez s'en était pas mêlé, ça serait pas drôle. Du coup, ils ont tous les trois fait le spectacle. Et je pense que Cyril Hanouna s'y attendait mais comment elle va, Brigitte Bardot? Ah, moi, je sais, madame, moi, je sais. On sait que, évidemment, elle souffre d'insuffisance respiratoire. Elle s'est échappée de l'hôpital. Elle est où? Elle est sortie de l'hôpital? Ah oui, elle est à la Madrague, oui, bien sûr. J'ai une de mes amies journalistes qui doit la voir ce week-end. Elle est très affaiblie en fait depuis plusieurs semaines, c'est ça qui est inquiétant aussi. Hein. Absolument. Et il y a quelques semaines, à Villeneuve-Loubet, dans le sud, on a décidé de créer un boulevard Brigitte Bardot. Et les élus à ce moment-là avaient dit, on espère que son état de santé lui permettra de venir. Oui, mais son état de santé, c'est qu'elle a du mal à se déplacer. Oui, mais elle est faible aussi parce qu'il y a aussi des problèmes d'expression, m'a-t-on dit. Elle a du mal à parler, donc il y a une grande fatigue générale. C'est ça qui inquiète en ce moment, Cyril. Enfin, elle a arrêté le 110 mètres haies depuis un moment, oui, Cyril. C'est ça. Vous avez vu comment oui, Bigot les a mouchés quand même. Mais ça ressemblait un peu à une nécro hier. Oui, un petit peu quand même. Hier, dans le best-of de C'est à vous, ils ont rediffusé l'interview de Philippe Besson à l'occasion du mariage pour tous. Et les choses ne se sont pas arrangées sur l'image de l'homosexualité. Au fond, moi, à Barbezieux, dans les années 80, il y avait de l'homophobie, mais je pense que c'était de la part de gens qui ne connaissaient pas. C'était une terre inconnue, l'homosexualité pour eux. Ils ne savaient pas. Donc, ils s'en moquaient comme d'un truc qui était invisible pour eux. Aujourd'hui, les gens sont homophobes en connaissance de cause. Encore une fois, les gens qui défilent dans la rue en 2013 contre le mariage pour tous et qui m'expliquent à moi que je peux épouser un chien puisque j'ai prévu d'épouser mon compagnon, je me dis, ils savent ce qu'ils disent, ces gens-là, d'accord ? Bertrand, vous avez tout de suite assumé votre homosexualité. Vous n'avez jamais eu affaire à l'homophobie? Si, c'est compliqué quand même. Si, c'est compliqué lorsque vous grandissez dans une campagne belge, qui est un peu loin, et lorsque tout petit déjà, vous êtes différent. Vous vous sentez différent, alors différent par une homosexualité certes, mais aussi différent par ce côté déjà tout petit, où je veux devenir copain des rois, l'ami des rois. Et quand à partir de quel âge? Très tôt. Enfin, les funérailles de Diana sont une vraie révélation, j'ai 10 ans. Et à ce moment-là, lorsque vous êtes enfant, vous n'aimez pas la différence. Non. Donc voilà, j'ai des souvenirs qui ne sont pas très bons, qui ne sont pas excellents, mais ça m'a permis, je crois, aussi de pouvoir encaisser les coups. Et on évolue dans un métier qui est celui du journalisme, qui est celui du journalisme même spécialisé, celui de chroniqueur royal, où on doit être capable, parfois, de savoir, de pouvoir encaisser les coups pour continuer.
Et vous, Bertrand, je pourrais vous poser une question provocante. Pourquoi il n'y a que les homos qui s'intéressent au roi et aux reines? C'est bizarre, parce qu'il y a un côté très homo. C'était un autre Bertrand. Oui. Pardon. Vous savez, vous pouvez répondre. Pardon, excusez-moi. Non, alors ça, je pense que vous caricaturez un petit peu l'intérêt pour les rois et les reines. Alors sinon, je pense que Tétu va racheter point de vue. Non, je crois pas. Non, je vous aime beaucoup, mais il y a un intérêt quand même pour la robe longue, le diadème, quand même, le bijou, enfin voilà, le solennel, le faste aussi quand même, oui. Bon, on continue. Quotidien, cher Bertrand, avec un S, vous attendent au tournant. On se dit qu'on va tout savoir sur le couronnement du roi Charles III. Et moi, je pense que les journalistes de Quotidien n'ont peut-être pas le même intérêt que vous. La tenue maintenant vient d'être dévoilée. Le roi portera 2 manteaux superposés. Ah, les angles maintenant. Les angles sont les mêmes que d'habitude, on les connaît tous. Les gens qui installent leur tente pour être aux premières loges, les magasins souvenirs, vous l'aurez. La thune, vous l'avez. La recette de ceux qui vont bouffer la quiche. Le portrait de la reine avec des détails qu'on n'a pas envie d'avoir. La reine Camilla n'a pas les oreilles percées, donc on choisit des boucles d'oreilles à clip. Vous aurez tout. Et Michel, on va en parler, donc je ne vais pas réagir là-dessus. Et puis une fois n'est pas coutume, je vais finir avec un morceau qui va vous surprendre, Valérie. Est-ce que vous savez, peut-être vous le savez, ou peut-être un des deux Bertrand sait, ce qui a été joué pour l'anniversaire du roi de Suède? Ni Bertrand 1 et Bertrand 2. Bertrand, Meyer Stablet, vous savez? Non, je ne suis pas à la cour de Suède, mais on joue peut-être de la musique française parce que c'est des Bernadotte. Mais non, mais la Suède c'est le pays de l'Eurovision et du coup au roi, pour son anniversaire, ils nous ont interprété la chanson qui va représenter. Enfin, quand je dis c'était quand son anniversaire? C'est pas à moi le spécialiste. Et c'était hier ou avant-hier. Et donc ils ont joué la chanson qui va représenter l'Eurovision dans 15 jours à Liverpool. Et c'est la chanson de Tattoo qui a déjà gagné l'Eurovision. Voilà ce que ça donne. Bon. Je suis pas sûr que ça passe à l'Eurovision comme ça, mais... Ah non, je vous l'ai fait écouter en plus, puisque c'est Laurine qui interprète Tattoo, et c'est vraiment la favorite. Vraiment, je pense qu'on va bientôt retourner en Suède. À suivre évidemment tout cela, l'Eurovision, mais nous on va parler de Charles III et de son couronnement avec Bertrand Dekers et Bertrand Meyer Stablet. À tout de suite. Sud Radio Média, les invités du jour. 2 invités aujourd'hui, il fallait bien cela pour parler du couronnement du roi, du prince Charles, devenu roi Charles III, je m'en mêle les pinceaux. Bertrand Dekers, chroniqueur spécialiste des têtes couronnées. C8, vendredi 21h20, Buckingham, les princesses malheureuses. Vous revenez sur ces princesses, Lady Di, Meghan et autres. Pourquoi sont-elles malheureuses et n'arrivent-elles pas à s'inclure dans cette royauté? Et puis Bertrand Meyer Stablet, chroniqueur, écrivain. Charles III, le mal-aimé, chez City Édition. Encore une fois, je rappelle, tout savoir sur Charles III, c'est dans ce livre avec une foule de petits détails et de choses à savoir sur ce roi. Alors, roi mal-aimé, pardon, je me mélange dans les Bertrand Dekers. Roi mal-aimé Charles III. Oui, mal-aimé, enfin moi je dirais incompris Charles III, oui, incompris par la population, incompris par le peuple, incompris dans sa vie aussi, incompris par Diana, incompris par la population, mal-aimé aussi par une partie de la population. On se souvient, de 97, au lendemain du décès de Diana, il devient presque l'homme à abattre, puisqu'il y a cette anecdote qui n'en est pas une, où on dit qu'il remonte le Maule le jour des funérailles avec un gilet pare-balles, tellement on craint à sa vie, les équipes de Buckingham craignent pour lui, et puis alors une incompréhension aussi vis-à-vis de ses enfants par rapport à son histoire avec Camilla. Ça c'est Harry qui nous le révèle, apparemment ça a été très loin aussi. Voilà, mal aimé, incompris, oui en effet, et pas de chance, j'ai envie de dire aussi. Alors Bertrand Meyer Stablet, vous expliquez que y a un autre homme derrière, c'est ce qui ressort de votre livre, qui est plus sensible, plus cultivé qu'on l'imagine. Oui, heureusement que l'image d'un mal-aimé ne l'a pas écrasé, parce que c'est vrai que l'ombre écrasante de sa mère a été quelque chose, et elle avait tellement le devoir chevillé au corps, c'est difficile
d'être digne de cette mère parfaite, quasi sainte Élisabeth II. Et je pense qu'il a réussi à donner un sens à sa vie, alors même qu'il allait devoir attendre infiniment que sa mère meure et que lui puisse accéder au trône. Donc il a réussi ce défi de trouver des éléments qui lui permettent d'être lui-même et de construire un univers qui va aujourd'hui le servir, parce que c'est quand même le roi le plus écolo de la Terre, à une époque où ça devient essentiel. Et c'est ce qu'on va voir, pardon Gilles, dans ce couronnement, où visiblement il y a beaucoup de, je mets des guillemets pour être un peu élégante, de recyclage. Peut-être Bertrand Decker, quelques éléments de ce qu'on sait déjà sur ce qu'on va... Écoutez, on recycle tout, c'est très simple. Mais c'est aussi une façon Windsor. Ça veut dire qu'on réutilise des choses. De réutiliser. Vous savez, on va sortir ce carrosse d'État complètement incroyable, 1761, qui n'a plus, qui est servi pour la première fois pour Georges III, pour le couronnement. Voilà, on sort de la Tour de Londres les éperons, les bracelets, les épées, les orbes. Vous vous doutez bien que tout cela ne date pas d'hier. Donc il y a un côté recyclage. Mais le roi, en effet, là, nous met ce côté recyclage très très à la mode, puisque l'on sait que les trônes sur lesquels ils vont prendre place sont les trônes sur lesquels ont été couronnés Georges VI, donc le grand-père de Charles III, et Élisabeth. On sait par exemple que le manteau de cour avec lequel il va arriver, avec lequel il va partir, et le manteau de cour sont les manteaux de son grand-père, à nouveau de Georges VI. Alors que pour Élisabeth II, on avait fait réaliser presque deux nouveaux manteaux, absolument. Il y a un côté, en effet, mais comment dire, c'est son côté à lui, c'est son côté humain, c'est son côté écologique, c'est son il aime cela, Charles III. Oui, Bertrand, il faut aussi réduire les coûts, On n'a pas envie que dans une Angleterre en pleine crise économique, où le Brexit est une catastrophe, on n'a pas envie non plus d'une facture astronomique pour une cérémonie de 2h30. Donc il a fallu que pour les Anglais faire très attention, et d'où on n'a que pratiquement 2000 invités dans l'abbaye de Westminster. Par rapport à combien lors du précédent du couronnement d'Élisabeth II, il y avait combien d'invités ? Je crois qu'on était à 7000. Oui, presque 8000, oui, c'est cela. Ouais. Et alors, vous savez, ici, l'abbaye de Westminster, Bertrand sait tout cela bien mieux que moi, mais a été fermée depuis une semaine seulement pour que la BBC accroche ses 200 caméras, dit-on, et que que tout nous soit possible d'être vu. Hein. Ouais. Et bien, au moment d'Élisabeth II, puisqu'on en revient à ce couronnement de 1953, elle avait été fermée, l'abbaye, au 1er janvier 1953, alors que le couronnement a eu lieu le 2 juin. Pourquoi ? Parce qu'il y a fallu 6 mois de préparatifs pour venir monter ces tribunes en bois qui devaient accueillir 6000 invités. Et cela, Charles III, à nouveau, il n'a pas voulu ces coups-là. Voilà. Est-ce qu'on sait, je m'adresse aux deux Bertrand, est-ce qu'on sait ce que la reine a dit avant de partir au prince Charles ? Est-ce qu'on connaît les derniers mots de la reine au prince Charles ? Bertrand Meyer-Stablet ? Non, malheureusement, mais on peut penser que elle lui avait depuis longtemps donné l'envie, en tout cas, d'un couronnement peut-être plus simple, parce que ça a été quand même une épreuve pour elle, une épreuve physique, ne serait-ce que dans ce fameux carrosse épouvantable où on est quand même dans une espèce de sans ressort, ça avait été terrible, même, très mauvais souvenir. Je pense que non, elle a sûrement souhaité qu'il organise un couronnement qui lui ressemble. Alors, est-ce qu'au même moment, on est d'accord que Camilla va être couronnée reine ? Il y a 2 couronnements ? Et oui, il y a même 2 onctions. Je parle ici, sous l'égide de Bertrand, mais il y a même 2 onctions. Elle va être ointe à son tour, elle aussi. Donc elle va devenir reine d'Angleterre. Absolument, et elle ne sera plus reine consort. Et je voudrais peut-être rebondir sur ce qui a été dit par rapport au dernier mot d'Élisabeth II. Alors on ne le sait pas, évidemment, il faut vraiment être dans la vraie intimité, mais en tout cas, je crois que ce couronnement de Camilla, il est aussi possible grâce à Élisabeth II. C'est le cadeau, c'est la volonté d'Élisabeth II. Souvenez-vous, l'un des derniers messages qu'elle envoie en Angleterre et au monde, c'est lors de son jubilé, au mois de juin, et elle dit par un communiqué officiel sur lequel il y a les armes de Buckingham Palace, lorsque le temps sera venu, je souhaite que Camilla devienne reine consort. C'est sur sa volonté à elle. Et le fait que ce soit Élisabeth II qui l'ait formulé, ça change toute la donne. Quel va être son rôle justement à Camilla, Bertrand Meyer-Stablet ? Très important de soutien,
pour un époux qui a vraiment besoin d'elle. Ils s'entendent admirablement bien. Elle l'a rendu heureux. Avec elle. Il est bien dans sa peau. C'est déjà énorme pour un souverain. Et au fond, elle lui donne cette petite note humaine. Elle n'est pas une grande aristocrate. Elle est d'une famille Tobro. Donc elle a une vision très réelle de la vie et des choses. Donc Charles est un petit peu coupé des réalités, il faut le dire, à force de vivre la vie de château. Et je pense que Camilla, elle a une espèce d'intelligence et de subtilité pour le conseiller, pour l'aider. Et elle va pas prendre la grosse tête? Non, elle va rester. Elle est tellement attendue. Non, pas du tout. Alors ça, non, écoutez, elle a 5 petits-enfants. Bon, je veux dire, elle n'a rien à prouver non plus. Simplement, elle veut tenir son rang. Elle va être aussi digne de l'amour, de tous les efforts qu'il a fait pour elle. Donc c'est un vrai couple très, très amoureux. Et forcément, elle va jouer un rôle important pour que ce soit un succès. Bon, il ne faut pas se leurrer, le roi Charles III va être un roi de transition. Il devrait régner à peu près une dizaine d'années et très logiquement, à ce moment-là, il décidera d'occuper le titre de roi-père, comme il y a eu une reine-mère, et de laisser le trône à William, qui à la cinquantaine serait parfait pour incarner le renouveau de la monarchie. Donc, il y a 10 années importantes où il faut tenir et il faut surtout réussir à préserver l'unité du royaume. Moi, je voulais vous demander, samedi, évidemment, TF1 sera en édition spéciale, France 2, M6, CNews avec vous, vous nous l'avez dit au début. Est-ce que tout ça va plaire aux Français qui sont actuellement en lutte sur, évidemment, la retraite, sur l'argent, etc. Est-ce que tout ça n'est pas très désuet et très loin des préoccupations des Français quand on les voit dans la rue? Ils sont souvent les week-ends dans la rue. Et ce samedi, on va voir un couronnement d'or et parfois d'argent. Est-ce que tout ça n'est pas un peu désuet? Vous savez, moi je suis belge, donc je n'ai pas coupé la tête à mes rois. Nous ne l'avons pas fait. Nous sommes un petit peu moins revendicateurs. Mais, ce que l'on peut dire, c'est que oui, évidemment, il va y avoir des contestataires. Vous savez, moi, lors de la semaine folle que j'ai vécue après les funérailles d'Elisabeth II, j'ai eu face à moi des députés de l'opposition, de Jean-Marc Mélenchon, entre autres, qui nous disait, je reprends l'expression de Jean-Luc Mélenchon, qui nous disait, je reprends l'expression, j'ouvre les guillemets, on va bouffer de la reine pendant 10 jours. Voilà, moi, j'ai été contesté cela. Je trouve que selon moi, il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des moments qui doivent se vivre. Alors évidemment, pour le couronnement, il va y avoir des voix à nouveau qui vont s'élever, qui vont nous dire, mais c'est tellement loin de nous, mais ça coûte tellement d'argent, mais c'est tellement désuet. Et en même temps, il y a une autre partie de la population qui aime l'histoire, qui aime les traditions et qui m'arrête dans la rue pour me dire, vous savez, moi, je regrette tellement qu'on n'ait plus de roi. Parce qu'il nous manque. On aime beaucoup Emmanuel, on aime beaucoup Brigitte, peut-être. Mais il nous manque quand même ce côté apparat, ce côté faste. Parce qu'on rappelle quand même qu'un roi, une reine, un prince, une princesse, ils s'asseyent sur le banc de l'école des rois. C'est un métier que la représentation. Vous êtes rabat-joie, Gilles. Et vous, Bertrand, vous pensez que c'est désuet? Non, de toute façon, la royauté, c'est une sorte de point de repère indispensable. D'abord, c'est en effet l'incarnation de l'histoire, et puis ça fait rêver. Je veux dire, la monarchie anglaise, c'est la Rolls-Royce des royautés, donc il y a un luxe, en effet, il y a un décorum, et puis pourquoi va-t-on en Angleterre visiter Londres et visiter les châteaux? Un petit peu parce qu'on a envie de goûter à ce petit truc indispensable qui fait rêver, qui est la monarchie. Alors qu'est-ce que c'est que cette quiche qui va être servie? Je vois que Marmiton propose la recette, c'est Buckingham qui a dévoilé la recette de la quiche du couronnement. Vous me la ferez, Bertrand, parmi il y a 30 entre autres petits secrets du roi, il n'aime pas le caviar, il n'aime pas les crustacés, et j'ai appris en lisant votre livre que tous les menus de table de la royauté anglaise sont rédigés en français. Noblesse oblige, mais oui, bien sûr, parce que le chef d'ailleurs de Buckingham Palace a souvent été français, en particulier sous George VI, et en effet tous les menus sont en français parce que c'est une tradition à la cour de Saint James, les menus sont en français. Mais alors pourquoi une quiche? Mais alors ça, ça c'est une supposition, c'est une suggestion, et
Oui. Voilà, je pense que Bertrand Descasques est un excellent cordon bleu, va nous raconter... Oui, l'histoire de la quiche. De la quiche, écoutez, en effet, mais c'est une tradition. Épinards, fèves et estragon. Et estragon, donc c'est pas la quiche lorraine. Hein. Ouais. Et alors vous savez pourquoi il a cherché la quiche, nous dit-on? Parce que la quiche lorraine, pour le coup, elle a été inventée en Lorraine par le chef de la maison de Lorraine à l'époque, qui était un grand-duc, qui s'appelait Charles III. Et cela, ça l'a amusé. Et quand on lui a fait des propositions, eh bien, il a choisi la quiche en hommage à cela. Alors pourquoi une quiche? C'est lors des grandes street parties que ça va être servi. Le dimanche, en réalité. Donc il faut un plat simple et surtout, il a voulu un plat abordable, et un que plat tous facile. les Anglais puissent faire chez eux. Voilà, et dans lequel ils puissent un peu se reconnaître. Quoi. Il y avait tellement de choses à dire, on n'avait pas assez de temps, mais en tout cas, on retrouvera votre document sur C8 vendredi à 21h20, Buckingham, les princesses malheureuses. Et puis Bertrand Meyer-Stablet, votre livre Charles III, le mal-aimé, chez City Édition, qui est une mine pour les passionnés de la royauté. Évidemment, vous connaîtrez tout sur ce roi. C'est le livre à lire pour mieux le connaître. Et soyez avec nous demain pour un complément d'enquête choc sur une enquête sur Pfizer. Et vous saurez tout sur Pfizer. Soyez là à 10h. Ça n'a rien à voir avec le... Excusez-moi d'intéresser nos auditeurs. Je pense que Pfizer va les intéresser. Oui, absolument. Mais le roi et la reine, aussi. Absolument aussi. Et notre roi maintenant. Absolument. Le roi de l'info. Merci à vous. Tout de suite, parlons vrai avec Frédéric Brindel. Pardon. Merci à vous.